Bonjour, bienvenue dans la salle de classe Excel, analyse des données. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Power Pivot et principalement au langage DAX. Dans cette vidéo, nous allons étudier les fondamentaux du langage DAX, principalement pour Excel Power Pivot. DAX signifie Data Analysis Expression. Nous allons utiliser un exemple un petit peu similaire aux vidéos précédentes, le tableau de bord de vente.xlsx, qui comporte une table article, une table client, les tables commerciaux, la table facture, la table facturier. Ces tables sont issues de classeurs Excel qui portent les mêmes noms, article.xlsx, clients, commerciaux, date facture et facturier.xlsx. Lorsqu'on veut voir les tables qui regroupent les données de ces différents classeurs, on appelle le cube Power Pivot. Et pour appeler le cube, lorsque l'on est dans le tableau de bord vente.xlsx, on va chercher l'onglet Power Pivot et ensuite on fait gérer. On pourra imaginer facilement que ces différentes tables proviennent de la base de données d'un système de gestion commerciale. Et de toute façon, il sera toujours possible d'extraire les données des principales bases de données du marché avec Power Pivot, en disposant bien sûr des autorisations d'accès nécessaires ou accordées. On voit ici le modèle de données que l'on retrouve dans la vue diagramme du classeur. La principale chose qu'il faut comprendre dans le cube Power Pivot, c'est que l'on accède à des données générées par un autre système. Donc en fait, ces données ne sont pas modifiables dans le cube. Il est juste possible d'opérer des calculs sur ces données. Toutes modifications éventuelles devront être réalisées dans le système de gestion d'origine. Nous ouvrons donc ce classeur tableau de bord de vente. On accède à l'onglet Power Pivot. On demande Gérer, ce qui va nous permettre d'avoir les différentes tables qui ont été acquises dans le cube. Et on voit donc ces différentes tables. Pour l'instant, on va s'intéresser à la table facturier. Et dans cette table, on voit qu'on a un numéro de facture, un numéro de client, une référence article et une quantité facturée. Si l'on veut avoir le prix de chaque ligne de facture dans cette table, il faut rapatrier le prix de l'article. Donc pour ce faire, on va utiliser une fonction que l'on appelle related. On se place dans la dernière colonne, ajouter une colonne. Ensuite, on appelle les fonctions. Est-ce qu'on a des fonctions dernières utilisées? Non. Donc on va aller chercher la fonction related. C'est toujours assez difficile de travailler avec ces menus là, parce que des fois ils sont sophistiqués et d'autres fois ils le sont moins. Cela vient beaucoup du fait que au départ ce sont des logiciels qui sont créés en langue anglaise. Partant de là, lorsqu'il y a traduction, eh bien, il est possible qu'il y ait un certain nombre d'erreurs ou qu'un certain nombre d'erreurs soient générées, ce qui fait que beaucoup de capacités que l'on trouve dans les logiciels en anglais, principalement chez Microsoft, ne se retrouvent pas forcément en langue française. On a donc fait appel à cette colonne Related. Il faut ensuite choisir un champ. Donc le champ, c'est le prix unitaire. On place une apostrophe et on voit que c'est un prix unitaire de vente. Il ne nous reste plus qu'à fermer la parenthèse. On fait entrer et l'on obtient le prix unitaire des articles qui sont référencés dans cette ligne. On peut nommer on peut l'appeler prix unitaire. Dans l'autre table, c'est un prix de vente. Là,
on peut l'appeler prix unitaire, rien ne nous empêche de changer les caractéristiques. Donc on s'aperçoit que la totalité de la colonne est calculée automatiquement. On peut l'appeler prix de vente, ou on appelle cette colonne prix de vente, prix vente. On vérifie bien que les données sont de type monétaire, hein, ce qui est le cas. On voit bien ici format devise. Avec le prix de vente de l'article, il est possible de calculer le montant facturé de la ligne de facture. On a une première façon de procéder. On va utiliser la colonne créée précédemment dans la table. Donc dans cette première façon de procéder, nous allons utiliser la colonne que l'on a créée précédemment, le prix de vente. Donc il suffit simplement de proposer dans une nouvelle colonne une formule en mettant le signe égal. La quantité facturée, donc on va cliquer sur la quantité facturée, que l'on multiplie par le prix de vente, on fait entrer, et l'on obtient le montant des lignes de facture. On va appeler cette colonne vente K1. On peut utiliser une deuxième façon de procéder. Si l'on considère toujours cette table facturier, on pourrait être tenté de procéder comme dans Excel en faisant exécuter une formule. Donc là, on voit bien qu'on peut faire une multiplication un peu comme celle de tout à l'heure, en disant la quantité facturée multipliée le prix de vente que l'on trouve dans la base article. Donc on fait entrer. Et là, on a une erreur qui est définie. Donc quel est ce type d'erreur? Afficher l'erreur. Donc on vous indique bien qu'il est impossible de calculer une valeur unique. Pour la colonne prix de vente de la table article, ça peut se produire quand une formule de mesure fait référence à une colonne qui contient de nombreuses valeurs sans spécifier d'agrégation de type min-max. Donc on aura toujours intérêt à rapatrier ce type d'informations, en particulier le prix de vente de l'article, et de considérer aussi les cardinalités qui se trouvent dans le diagramme du modèle de données. Donc qu'est-ce qui se passe et comment peut-on faire? Alors dans Pivot, on ne peut pas avoir de données irrégulières comme dans une feuille de calcul Excel. Chaque ligne d'un tableau doit contenir le même nombre de colonnes. Donc c'est la fonction related qui permet de trouver le prix de vente. Donc en fait, ce qu'il faudrait rajouter ici, c'est simplement la notion de related. Related, en ouvrant cette parenthèse, en fermant la parenthèse, on valide, et là, on a bien sûr les mêmes valeurs que tout à l'heure, ce qui nous conforte quand même, parce que c'est un peu normal. Donc ici, on obtient ces ventes K2. Quel est l'intérêt des colonnes calculées dans Power Pivot? La colonne calculée doit être considérée comme une nouvelle colonne de la table qui la contient. De ce fait, la colonne calculée prend une place physique et alourdit le fichier, bien sûr. La colonne calculée peut être utilisée dans un tableau croisé dynamique, ou bien dans une visualisation, ou bien dans des mesures. La visualisation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la visualisation, c'est l'action d'afficher des places de données, des graphiques ou des tableaux, dans un tableau de bord Power Pivot, eh bien, en combinant des données provenant de plusieurs sources. C'est une adaptation, une vue des données aux applications de l'utilisateur. Adaptation aux applications de l'utilisateur.
La création de vue, en fait, est une règle dans les systèmes de gestion de bases de données relationnelles, tel que l'a défini le ponte en la matière, Edgar F. Code, dont vous pouvez voir les explications ou bien les descriptions dans le site qui vous est indiqué en bas. Pour conforter la syntaxe des formules dans les mesures et dans les formules de mesure, il faut regarder ce qu'est la notion de mesure. La notion de mesure, c'est principalement le résultat d'une formule que l'on place dans la zone de valeur, c'est-à-dire en dehors des données des tables. La mesure n'est pas définie dans une colonne et bien sûr n'occupe pas une place physique dans le modèle. Et toujours pareil, la mesure peut être utilisée dans un tableau croisé dynamique ou bien dans une visualisation. Pour calculer une mesure, nous allons nous placer dans la zone qui est en dehors des tables, donc cette zone qui se trouve en bas de ces données de table, toujours dans la table facturier. Par exemple, on désire calculer le montant total des ventes de ces lignes de facture. Donc les formules de la mesure comprennent le nom de la mesure, suivi de 2 points, puis la formule de calcul. Donc on se place dans une cellule vide du cube Power Pivot. On indique le nom que l'on veut donner. On écrit vente totale. 2 points égale et l'expression somme on ouvre une parenthèse et c'est la somme des ventes K1, donc on va rechercher dans facturier vente K1, on double-clique, on ferme la parenthèse et on valide et on obtient donc les ventes totales de ces lignes de facture. On voit bien ici vente totale, 2 points égale somme vente K1 de la table facturier. Une deuxième notion importante dans Power Pivot, c'est la notion de contexte. Donc cette notion de contexte est identique dans Power Pivot et dans Power BI, que nous verrons plus tard. Pour présenter de façon simple la notion de contexte utilisée par Microsoft dans ses produits logiciels, nous allons utiliser les différences entre les fonctions SUM et SUMX. Pour cette approche, on va utiliser un exemple plus simple, le classeur des ventes A et B.xlsx, que l'on a importé dans un cube avec Power Pivot. Ce classeur, on l'a appelé classeur stock.xlsx. Donc si vous ouvrez ce classeur, il est très simple, hein. On voit que l'on a des articles avec une description, une valeur de stock. Cette valeur de stock est exprimée en coût standard. On pourrait utiliser une autre valeur de coût, mais pourquoi pas le coût standard. Et on désire justement calculer le montant total du stock en coût standard. Donc on va utiliser cette fonction somme dans une mesure, donc on va se retrouver en bas, et on va écrire valeur totale du stock, 2 points, puisque c'est une mesure. On tape un signe égal pour démarrer les fonctions. Puis, sans espace, on calcule les premières lettres de somme, ou bien on fait appel à la fonction fx. Donc, comme c'est assez simple, on met somme. On voit bien que l'on a la somme. Ensuite, on ouvre une parenthèse pour initier. Il y a toujours un problème hein, quand on est passé pour mettre somme en majuscule. Ensuite, on se retrouve avec un clavier en majuscule. Et au lieu d'avoir la parenthèse, on a le 5. Bien. C'est juste un petit incident de parcours. Et qu'est-ce que l'on cherche là, en fait? Eh ben, c'est la somme de la valeur totale de stock. Valeur de stock A.
On va fermer la parenthèse, on fait entrer. On peut donc voir cette valeur de stock ici en ouvrant la colonne. Donc la valeur totale de ce stock en couche standard est de 22 146. On considère maintenant la deuxième table qui comporte la référence article, la désignation, une description, le coût standard et la quantité en stock. Alors que tout à l'heure, on avait la valeur du stock. Donc là, ici, on se dit, pourquoi pas faire la multiplication pour obtenir cette valeur totale de stock. Donc on va appeler cette nouvelle mesure valeur de stock faux. On fait pareil, 2 points, égale, somme, et on va multiplier le coût standard par la quantité en stock. Et là, bien sûr, on obtient une erreur. La fonction somme accepte uniquement une référence de colonne comme argument, et pas une multiplication. C'est là où il y a un petit problème. Donc pour ce faire, on utilise la fonction qui est juste après, qui s'appelle SOMX. Et on a valeur totale du stock B, qui est SOMX, stock version B coût standard multiplié par stock version B quantité stock. Cette fonction SOMX, en fait, qu'est-ce qu'elle a comme argument? Son premier argument, c'est la table contenant les lignes pour lesquelles l'expression est évaluée. Et ensuite, on indique l'expression à évaluer pour chaque ligne de la table. Cette notion de contexte peut faire appel à une notion de filtre explicite. Pourquoi en fait on s'intéresse, on essaye d'exposer la notion de mesure, la notion de contexte, la notion de contexte de filtre, parce que ce sont des notions un peu nouvelles qui sont définies par Microsoft dans ses produits de business intelligence, que sont Power Pivot ou Power BI. Et si l'on désire approfondir ses connaissances en se référant aux différentes vidéos de formation qui sont proposées par Microsoft dans ses outils de support, on est confronté à ces notions et il faut arriver à un peu les acquérir. Donc, un contexte de filtre définit un ensemble de lignes actives dans un modèle de données pour effectuer un calcul. La fonction d'agrégation somme-vente est un exemple de mesure contexte de filtre qui fait la somme de la colonne de vente et ensuite pose un filtre sur le résultat, selon le contexte. Là, il n'y avait pas de contexte, donc pas de filtre. On peut avoir aussi une notion de contexte de ligne. Alors quand l'expression DAX peut être évaluée par une colonne calculée, il y a ce qu'on appelle un contexte de ligne. Parce que la formule est calculée pour toutes les lignes de la table, et on peut dire que le contexte de ligne, c'est la ligne actuelle. La fonction itérative SOMX, c'est un exemple de mesure en contexte de ligne, car elle fait une itération pour chacune des lignes, dans la table spécifiée, enregistre le tout en mémoire, et à la fin fait la somme de toutes les lignes mises en mémoire, et pose un filtre éventuel sur le résultat selon le contexte, ce qui permet de ne pas ajouter de colonnes supplémentaires inutiles. Nous allons voir juste après la notion d'intégration d'un filtre sur une expression. Si l'on veut travailler une notion de filtre, on peut, dans cette table stock version B, au lieu de calculer la valeur totale du stock de ces articles, en utilisant l'expression de multiplication de tout à l'heure, il faut introduire un filtre. Pour introduire un filtre, on travaille la même expression, à part que l'on rajoute un filtre par l'intermédiaire de la fonction filter. Donc l'on rajoute la fonction filter. On retrouve toujours ici la table qui contient les lignes pour lesquelles on va faire l'évaluation de l'expression. Ensuite, la position du filtre qui est le coût standard supérieur à 30 €, c'est ce que l'on a choisi. Et ensuite, la même expression que tout à l'heure. On a juste rajouté cette notion de filtre ici sur la table. Et voilà l'expression du filtre qui est filter sur quoi, tac, tac. Et on voit bien que finalement, ce qui remplaçait la table tout à l'heure dans la fonction SOMX, c'est l'ensemble de l'expression filter. Donc en fait, c'est le contexte filtré
qui est utilisé dans cette expression. Ce n'est pas très compliqué. Alors, si nous revenons sur la table stock version A, qui comporte la référence article, la désignation, la description et puis la valeur de stock pour cet article, on peut voir que finalement, comme dans Excel, il existe des fonctions automatiques. Donc si on se place en fait dans la zone dite zone calcul du cube, donc en dehors des colonnes, et que l'on se positionne sur une colonne pour sélectionner la totalité de la colonne, on voit que sous l'onglet accueil sur lequel on se trouve, on a cette notion de somme automatique. Donc vous pouvez avoir la somme et on obtient la somme de ces valeurs. Voilà. Et bien sûr, là, l'expression est vraiment bien en numérique, alors que là, elle n'est pas typée en numérique dans ce que nous avions calculé tout à l'heure. De la même manière, on pouvait se positionner ici, reprendre la totalité et puis dire quelle est la moyenne. Donc on sélectionne avec somme automatique, moyenne, et on a la valeur moyenne du stock par article, ce qui a priori ne veut pas dire grand chose, mais bon, dans certains cas on pourrait avoir besoin de calculer une moyenne. Voilà ce qui conclut cette vidéo sur les fonctions DAX.